ソウルソサイティをめちゃくちゃにしたのはてめえがって聞いてんだよ。 Face à la mort, Ichigo éveille finalement ses pouvoirs enfouis de Quincy. Il y a 1000 ans, les 13 sanguinaires ont réduit en cendres l'adversaire qui était à leur porte. Tite Kubo lève le rideau sur les capitaines originels, tandis qu'Ichigo dévoile lui ses nouveaux pouvoirs liés à ses origines. Bienvenue à tous dans l'analyse détaillée de l'excellent 7ème épisode de la saison finale de Bleach. Si vous pensez avoir loupé des détails importants pour la suite de l'œuvre, que vous soyez expert du manga ou que comme moi, vous découvrez les épisodes chaque semaine, vous êtes au bon endroit. Alors abonnez-vous à la chaîne et activez la notification pour être sûr de ne louper aucun épisode à venir. Car il est l'heure pour celui né dans les ténèbres d'entendre parler de ses origines. 頼む、ソウルソサイティを守ってくれ。黒崎一護、封じられしクイーシーの王は運命を砕く力はきっと振り下ろされる刃に似ている。月が通じしろ。死神どもの長とはいえ死する様は哀れなものだな、山本茂国。 Vous ne rêvez pas, cet épisode est tout aussi bien, voire mieux que le précédent. C'est inespéré ce qui se passe, parce qu'on n'est plus sûr de l'adaptation, on est sur carrément du contenu inédit. Par Tite Kubo, par la production, et tout ça, ça s'explique par un enchaînement transmédia assez fantastique. Et pour ça, faut se pencher rapidement sur le Weekly Shonen Jump sorti cette semaine, le magazine de la Shueisha, publié chaque semaine, et cela même sans le classique de Tite Kubo. Sauf que cette fois-ci, l'auteur a dessiné une superbe color spread qui offre à tous les fans de la série du contenu inédit, oui. Et alors très belle préparation en amont du studio pour nous sortir cette introduction absolument fantastique avec toujours l'OST de Yamamoto, mais qui va aujourd'hui peut-être nous laisser penser que c'est en réalité celle des 13 sanguinaires, les 13 premiers capitaines des divisions de la cour de Soul Society qui sont dépeints dans cet épisode comme étant des véritables tueurs, et qu'aujourd'hui Soul Society c'est un petit peu ramolli parce qu'il n'y a plus d'ennemis, alors on enseigne, on se la coule douce, mais quand l'ennemi est à nos portes, ça se passe plus trop comme il y a 1000 ans. Mais alors cette séquence absolument fantastique va reprendre les chara-design absolument inédits dessinés par l'auteur des 13 sanguinaires, parmi lesquels on retrouve, je pense, ici l'ancêtre sans doute de la famille Kuchiki, puisque c'est une des familles nobles qui existe depuis le début de Soul Society. Autant je me suis dit, bon c'est peut-être pas lui, mais par contre dans l'animé, il a carrément exactement le même regard que Byakuya, on dirait une sorte de Byakuya, donc j'en suis quasi sûr. Et on retrouve également l'ancêtre de la famille Shioin, à savoir celui sans doute de Yoriichi, puisque, eh bien, il possède un peu la même couleur de peau, la même aura sexy slash badass. On a également un autre cum ici qui, à mon avis, les Quincy font encore des cauchemars de ce type-là, mais tous ont des chara-design quand même qui transpirent le flow, qui transpirent Tite Kubo, qui transpirent cette faculté à rendre des personnages très élégants, mais aussi très premier degré. C'est très solennel et c'est toujours vraiment une peinture de ce que faisait le shonen il y a 20 ans, à savoir juste la classe. Je revois Tite Kubo qui allait dans un temple pour prier pour la bénédiction de l'anime et son succès dans le monde, et ben je me dis, ah oui, je comprends pourquoi, parce que en réalité, je crois qu'il faut voir cette adaptation de Bleach non plus comme un simple nouveau médium qui va adapter les aventures d'Ichigo et son final, mais plutôt comme sa version définitive. Vis-à-vis des nouveaux chara-design, il y a des éléments désormais qui sont beaucoup trop manquants si on lit exclusivement le manga. Je pense que c'est de très bon augure pour les lecteurs qui s'inquiètent de la fin de l'œuvre, parce que, à nouveau, je ne lis pas le manga. D'ailleurs, petit disclaimer vis-à-vis du Bankai la semaine dernière du bon vieux Yamamoto, je disais qu'il y avait uniquement 3. Bon, c'est en réalité les points cardinaux, et cela je ne pouvais pas le savoir parce que j'ai très peur de me rendre sur Wikipédia et je n'avais pas saisi que l'attaque finale de Yamamoto constituait en réalité sa 4ème manifestation de Bankai. Et c'est chouette de savoir qu'il a le nord, l'est, le sud et l'ouest lui permettant de représenter finalement tout Soul Society, parce que ce type-là est la pierre angulaire. Il le disait lui-même lors du premier épisode, il n'y a pas plus grande défense que moi. Donc voilà, petit mea culpa, je suis désolé. J'ai toujours très peur de me faire spoiler, surtout qu'en lisant vos commentaires, je regarde comme ça vraiment. Merci en tout cas de votre bienveillance, parce qu'en parlant de spoil, on en parlera à la fin, mais il y a une révélation de zinzin dans la séquence. Il y a quelque chose, moi, qui a fait battre mon cœur. Je pense que vous le saisissez un peu depuis le second épisode de cette saison et de mes analyses. Je crois être un très grand fanboy de Sasakibe. La semaine dernière, je l'avais vu au-dessus, ou en tout cas, je pensais que c'était Sasakibe. Je me disais, il est derrière le roi, là. C'est bien lui. Mis à part l'OST fantastique, mis à part le fait que Yamamoto marche sur les gens, l'irrespect est total, et qui d'ailleurs nous montre une certaine forme de non-manichéisme, puisque le roi, quand même, c'est dégueulasse ce que fait Yamamoto vis-à-vis de ses hommes. On revoit le bon Herbert
certes était son second à l'époque et qui se fait cramer, nous laissant la focale se tendre vers la zone de profondeur où le roi se trouve. Et derrière surgit dans les cadavres comme Léonidas dans 300 une immense dinguerie de fourberie avec Sasakibe, mon homme sûr, qui va planter le roi, qui va nous offrir dans un premier temps une tête de désabus total avant de se changer en une haine très profonde et une colère sourde. Mais plus que ça, Sasakibe va participer physiquement, plastiquement, il va apporter le premier coup contre le roi. Il va être acteur de la chute du roi. Et ça, je trouve que c'est très bien pour rendre hommage à un personnage qui vit exclusivement au passé. Il faut qu'il soit très impactant dans ces scènes rajoutées, puisqu'on sait très bien qu'au présent, il n'aura qu'une aura révolue. Waouh, c'est mon énorme coup de cœur, ce type. Très beau travail de cette introduction jusqu'à voir Yamamoto qui meurt debout comme Barbe Blanche. Finalement, tous les vieux de manga badass doivent mourir debout comme le titre du chapitre. Et j'ai beaucoup aimé le fait qu'il va, dans une sorte de dernier réflexe corporel, prendre la jambe du roi. Tu bouges pas. Et le roi, suffisamment intelligent vis-à-vis du mangaka qui va nous dire Ep, ça vous connaissez déjà le bail. C'était ce qu'avait fait Yamamoto contre Aizen pour lui sortir finalement un sortilège de niveau 90 et quelques. Là, le roi dit tu l'as déjà fait à Sasuke Aizen. Clac, il lui coupe la main et c'est une façon pour l'auteur de nous dire nous ne sommes pas dans la même cour. Et sous la pluie qui est vraiment une sorte d'humiliation vis-à-vis de son pouvoir du feu, la pluie qui va permettre à une direction artistique d'apporter une ambiance fantastique à l'épisode. La pluie avec surtout les Soldaten qui vont venir tuer tous les Shinigami. C'est un Reich, c'est les Allemands, on dirait un peu la nuit des couteaux où ils vont éliminer tous ceux qui se trouvent dans les rues. J'ai adoré jusqu'à l'intervention d'Ichigo qui va venir voir Byakuya et qui lui dit mon petit ref, est-ce que ça va? Byakuya qui lui dit dans un premier temps est-ce que Rukia et Renji vont bien, ce qui montre toujours que ce type a un grand cœur et ça me fait mal. C'était de la SMR bien tendre, bien goûteux, jusqu'à ce que Byakuya say the line. Byakuya a dit les phrases, Byakuya l'a dit Ichigo Tanomu. Il a dit Ichigo je t'en prie, sauve Soul Society. Et ça j'ai adoré. Toute la construction du personnage d'Ichigo comme protagoniste dans un shonen neketsu va s'orienter, s'articuler autour du fait qu'il a besoin de sauver les gens, il doit les aider. Il y en a comme je disais le fils c'est la liberté et lui c'est l'idée de aider les gens. S'il peut pas aider ses amis, il n'est pas lui-même. Il est devenu complètement fou dans cette cage et j'étais très content de voir que il voyait les petites âmes disparaître et il disait ne disparaissez pas, ça le rend malade de savoir qu'il ne peut pas aider les gens. Cependant, et ça on va y venir, mais le fait d'avoir présenté des Sternritter, des Quincy purs à Ichigo finalement a été un petit peu un très mauvais choix du roi pour éveiller les pouvoirs Quincy d'Ichigo. Oui, j'ai dit les pouvoirs Quincy. Alors Byakuya s'en va. Est-ce qu'il est vraiment mort? À nouveau s'il vous plaît me spoilez pas, je trouverais ça vraiment trop triste. Ce que je trouve particulièrement très touchant dans cet épisode, c'est la reprise de beaucoup de codes du début. C'est très fort de la part de l'auteur pour souligner la fin de son œuvre, son arc final, de nous ramener de façon narrative très pertinente vers le début de son manga. À savoir que Byakuya est quand même l'ennemi originel d'Ichigo. C'est la première personne qui a empêché Ichigo de assouvir son besoin naturel de sauver les gens. La seconde chose qui nous ramène au début du manga, c'est l'atmosphère et la pluie. À savoir que Ichigo avait perdu contre Byakuya et Renji et que ces deux-là partaient dans le portail les amenant à Soul Society sous une pluie diluvienne qui mêlait les larmes d'Ichigo aux gouttes de pluie sur son visage et l'impuissance du personnage face à deux hommes trop puissants. Et là pareil, il pleut et puis il est là, non, mate coulé. Et puis les deux hommes très puissants qui partent dans un portail qui les ramène chez eux. Et Ichigo va pouvoir plus que jamais aider les gens puisque là tout le monde est KO. L'idée qu'ils se morfondent dans une colère muette, c'était superbe parce que Ichigo c'est quand même le type qui a battu Aizen, c'est quelqu'un qui est extrêmement respecté et surtout à mon avis craint de ses adversaires, c'est plus n'importe qui. Alors Byakuya s'en va et il y a deux choses qui m'ont marqué. La première étant que il déshonore sa famille selon lui forcément et ça m'a fendu le cœur parce que rappelez-vous il avait peur de déshonorer sa famille depuis le fait qu'il avait gardé la sœur de sa femme et pour ça il s'était dit je ne vous déshonorerai plus jamais. Il était allé sur la tombe de ses ancêtres, sans doute le cum d'ailleurs des 13 sanguinaires. La deuxième chose qui m'a marqué c'est que il s'en va ou en tout cas on dirait qu'il meurt très clairement parce que son Zanpakuto disparaît, mais paradoxalement la manière dont son Zanpakuto disparaît est exactement la même que celle de son Bankai. Il va fleurir et disparaître, tu partagé entre il est vraiment mort et un procédé neketsu un peu camouflé pour nous faire comprendre qu'il va se transcender, être dans une prison de la défaite avant de revenir. Alors après un moment de Sakuga formidable même x2, oui je suis sur le cul. Ichigo comme il se bat avec le roi c'était splendide, il est très en colère, le Getsuga Tensho fantastique et après tous ces moments de Sakuga très sexy,
le roi gagne. Mais pas vraiment, parce que Ichigo utilise le Blood Vein, qui avait été coupé dans le manga avec Opi, mais qui ont été utilisés chez As-Note. Bon, c'est le haki de l'armement, quoi. Tout ça permet au corps de se durcir et d'empêcher de se prendre une attaque mortelle. Le roi nous dit, merde, c'était une mauvaise idée de mettre Opi finalement contre toi, puisque la cage de Opi, qui est sa faculté, c'était Ji comme jail, la prison, tout son pouvoir était cette prison de l'âme dans laquelle Ichigo était, et il a pas arrêté de faire 150 Getsuga Tensho, mélangeant ainsi toute sa transpiration à celle d'un autre homme, hein, parce qu'on est dans un shonen Neketsu, et alors, particules de Quincy sont venues se déposer comme le Covid sur le corps d'Ichigo, comme on va se le permettre, un virus de Proust, éveiller les sens perdus d'Ichigo. そうか。お前は自分のことを何も知らぬのだな。自身の母のことさえも。 Et oui, mesdames et messieurs, à la fin, le roi lui dit « Qu'est-ce qu'il y a? Tu sais décidément rien de ta mère, toi !» NANI? Quoi? Je vous jure que je m'y attendais pas du tout. Le flashback du Vietnam, de moi qui ai dévoré le manga il y a presque 6 mois, pour ceux qui ont regardé mes analyses à l'époque, arc par arc, j'avais adoré le fait que le père soit presque une victime de la société, soit un personnage très touchant. Finalement, c'est un Shinigami extrêmement badass, voilà. Et alors, en vrai... sa mère est une Quincy. Donc ce qui fait comme d'habitude d'Ichigo l'être ultime, Tokyo Ghoul. C'est la ghoul qui est humain, ce n'est pas un fléau, c'est que tu es la seule personne qui peut comprendre les ghouls et les humains. Ichigo, tu es un Quincy Shinigami, ce n'est pas un fléau, tu es la seule personne qui peut comprendre les Quincy et les Shinigami. Faites-vous des bisous. Cette idée-là d'héritage qui est inhérente au shonen Neketsu et qui est donc la bienvenue. Ichigo possède alors des facultés Quincy qui vont, je pense, dans l'optique des combats, être extrêmement pertinentes. Ça permet toujours de rentrer Ichigo dans une sphère toujours plus grande, toujours plus forte, toujours plus unique. C'était un puits d'énergie, après c'était un mec qui avait un Bankai surpuissant, après c'était un mec qui était à la fois Wizard, qui était à la fois Arrancar et Shinigami, il pouvait se transformer en monstre pour battre des monstres, et maintenant, pour vaincre le roi des Quincy, ne faudrait-il pas devenir un peu comme lui? Voilà, Ichigo possède maintenant ces facultés-là vis-à-vis de sa mère, et c'est curieux quand on voit le traitement qu'avait cette madré, à savoir qu'elle s'était sacrifiée, enfin elle est morte contre un Hollow Daizen aussi, c'est assez touchant de savoir ça, que tout est entremêlé dans une première saison qui paraissait un peu plate au début, finalement toutes les clés de lecture étaient là. Alors le blond ténébreux s'appelle finalement Auswald, et pour la première fois son palmarès ne réside plus dans le fait de dire uniquement « Mon roi !» puisque cette fois-ci, quand même, ma foi forte dinguerie, il va briser le Zanpakuto d'Ichigo, le laissant dans toute sa magnifique faiblesse, dans toute son impuissance, comme du coup avec Byakuya et Renji à l'époque. C'est fini, son Zanpakuto est brisé. J'en connais un dans sa ville retournée là qui va pas être très content. Mais avant cela, Oswald dit au roi qui était du coup en mesure de vaincre Ichigo qu'il est temps de retourner parce que papy t'as épuisé tout ton temps d'énergie hors Vanderreich, hors monde des ombres. Sauvé par le gong, très pertinent comme d'hab, dans une ambiguïté de duel, le roi était suffisamment puissant pour battre Ichigo, mais pas vraiment puisque il a épuisé son énergie. Sauf que le roi dit « Bagana, c'est impossible Masaka. Je connais ma force quand même, je suis resté trop peu de temps pour être épuisé. » Et là il fait « Oh, Sosuke Aizen. » Aizen du coup, comme c'est un fourbe, il a fait exprès de parler longuement avec le roi pour l'épuiser puisque le temps était sans doute un peu plus dilaté dans sa prison. J'adore ça parce que ça montre combien le personnage d'Aizen est un élément perturbateur magnifique. C'est le chaos. Et dans un sens, je peux pas m'empêcher de me dire, est-ce qu'il aurait pas fait exprès, peut-être pour sauver Soul Society? Est-ce que Aizen ne serait pas finalement un allié marginal? Je sais pas du tout où va aller Aizen dans cette série et ça m'excite énormément. Mais alors les deux choses à retenir, c'est que à la fin le roi dit « Mon fils né des ténèbres » qui va clôturer du coup ce chapitre intitulé justement Born in the Dark. Pourquoi il dit ça? Là d'un coup je me suis dit « Ah c'est son père et sa mère c'était une Quincy ». Finalement peut-être que son père sur Terre est en réalité un Shinigami qui l'aurait adopté. J'y vois très mal l'idée que le roi soit le père vraiment d'Ichigo. Je trouverais ça bizarre. Alors je me rappelle lors de l'épisode 1, j'ai toujours ça gardé ça en tête qui me paraît bizarre. Le doubleur du roi double également le Zanpakuto de Ichigo. Et les deux personnages, c'est vrai qu'ils se ressemblent pas mal. Peut-être qu'il va y avoir une rétrospection du personnage principal pour découvrir ses origines. Surtout que le roi lui dit « Au revoir Ichigo Kurosaki, je reviendrai te chercher tôt ou tard, guéri de tes blessures et attends. » Ça me fait vraiment beaucoup penser à l'attaque des titans où Sea Giger disait « Tuer Eren Yeager, je reviendrai te chercher tôt ou tard. » C'est exactement pareil. Et en fin de compte, nous apprenons que les deux sont liés par le sang. Eren, いつかお前を救い出してやるからな。
Peut-être qu'il a véritablement du sang de ce roi-là, mais moi j'aurais plus vu ça du côté de Ishida. Ichigo est vaincu, tiens donc, il va nous falloir rentrer dans le 4e entraînement Neketsu. Le premier avec Urahara pour découvrir son Zanpakuto, le second avec Yoriichi pour découvrir le Bankai, le 3e avec les Vizards pour découvrir sa part d'Arankar, et le 4e désormais sans doute pour éveiller ses pouvoirs de Quincy. Ichigo est un être polyvalent absolu. Eh bien on se retrouve la semaine prochaine pour le prochain épisode de Bleach. Je suis trop content de vivre ça avec vous, c'était absolument formidable. Merci à nouveau pour toute votre bienveillance et la manière dont vous me guidez en commentaire sans trop me spoiler. J'espère que vous avez aimé cette analyse, si c'est le cas n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper et surtout à laisser un petit like des familles pour m'encourager. Merci à tous et n'oubliez pas, le Bankai n'est point chose si médiocre.